Salut les amis, c'est Fred. Je sais pas si c'est comme pour moi, mais il fait un petit peu frais. Il a neigé pendant la nuit et tout est recouvert de neige. Et je discutais avec mon ami Yvan et il me faisait rappeler qu'en fait on était le premier jour de printemps. Nous sommes le 20 mars. Alors je sais pas si vous vous rendez compte qu'on est vraiment le premier jour du printemps. En tout cas moi je me rends pas compte du tout. Et Yvan me disait mais tu ferais peut-être bien une vidéo sur justement le contraste entre le fait qu'on est le premier jour du printemps et le fait qu'il neige. Mais alors Yvan, je te dis ceci, c'était pas du tout dans mon objectif de faire une vidéo sur ce sujet, parce que franchement ça m'était pas venu à l'esprit. Mais il y a une chose que tu ne sais pas, et c'est assez paradoxal, c'est que j'étais en train de lire un livre. D'ailleurs je vous montre le livre que c'est ici. C'est les 4 saisons de la bonne humeur. Et alors, je ne te mens pas, hein, regarde, j'étais en train de le lire, et j'étais arrivé où? Je suis en direct. Hein. Au chapitre du printemps. Ah ouais, faut que je vous signale que j'ai troqué, parce que oui, nous sommes le premier jour du printemps, donc forcément j'ai troqué mon bonnet d'hiver pour ma casquette de Charlot. D'ailleurs, pas mal le mec, hein. Et oui, premier jour du printemps, ma lecture concerne justement le printemps, et mon collègue va vous expliquer le contenu de ce chapitre. Forcément, c'est 4 saisons, donc on vient de passer l'hiver, et puis on aura aussi l'été. Ah, je suis fort, hein. Allez, bon amusement. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller faire une petite balade du côté du château de Jeuet, que vous connaissez maintenant. Que voici. Et je vais aller au sport, faire un petit peu de musculation. Aussi, juste pour votre information, je me suis inscrit à Je cours pour ma forme, ici dans ma commune, la commune de Saint-Georges. Et j'étais franchement étonné. Donc il y a 3 groupes, il y a le groupe de 0,5 km, le groupe de 5-10 km dont je fais partie, et les groupes au-dessus des 10 km qui fait aux alentours de 10-15 km. J'étais étonné de voir autant de monde, donc on était entre 40 et 50 personnes pour la 2e session. La première, j'avais pas participé, parce que je ne savais pas que j'allais le faire, c'est mon épouse qui m'a inscrite. Donc vous voyez, elle est vraiment tout aussi motivée que moi que je perde des kilos. Voilà, bon, moi je vous laisse en bonne compagnie. Pendant ce temps, je vais faire quelques petits exercices de fitness avant ce soir où je vais aller faire ma séance de sport. Mais avant, je voulais tirer mon grand coup de béret. Oh, c'est choquant là, je remets. Je voulais tirer mon grand coup de chapeau à des anciens collègues qui ont participé au Winter Trail organisé par Oxfam dans les Alpes françaises. Alors l'objectif de ce Winter Trail, c'est de parcourir 60 km dans les montagnes des Alpes. C'est pas plat, donc du coup il y avait au moins 6000 mètres de dénivelé. Donc parcourir ça en hiver, faire 60 km, les gars vous êtes tarés, moi je vous le dis. Mais n'empêche, c'est un sacré défi, c'est même plus un défi XL, c'est un défi XXXLS. Et donc je vous tire mon chapeau à Olivier, Jean-Claude, Jean-François et André, aussi à tous vos collègues de Puratos qui ont participé à ce challenge vers 60 km en raquette, dans l'hiver, dans le froid, dans la montagne, et ce en plus en moins de 30 heures. Taré quoi. Chapeau à vous, et ça c'est une fameuse leçon de vie, comme quoi les objectifs, une fois qu'on en a fixé et qu'on les fait en groupe, tout est atteignable. Les 4 saisons de la bonne humeur, chapitre le printemps. Voilà les amis, on y est, le printemps est arrivé. Enfin, bizarrement, de manière assez particulière. Il a lu, eh oui c'est lire. Il a lu une partie du livre du professeur Lejoyeux, il porte bien son nom pour travailler sur le bonheur, et la partie du printemps était justement une lecture qu'il était en train de faire, et je me propose de vous résumer la partie du printemps. Donc il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, donc il y a 3 chapitres.
dans cette thématique. En fait, ils sont tous de la même manière, hein. Il y a toujours les trois mêmes chapitres. Il y a toujours un chapitre qui traite du corps, donc d'avoir un corps en pleine forme. Un autre chapitre qui traite de l'état d'esprit, avoir un esprit en pleine forme également. Et puis un autre chapitre qui traite d'une journée type, où il résume tous ces conseils pour qu'une journée se passe très très bien dans la saison qui est définie. Pour la partie du corps, il y a plusieurs thématiques. Moi, j'en ai retenu deux essentiellement qui m'ont plus retenu l'attention parce qu'elles sortaient un peu de l'ordinaire. Donc, il y a le concept de l'assiette rouge et il y a le concept du lifting de l'image de soi. Qu'est-ce que sont ces deux concepts? Donc, l'assiette rouge, l'objectif, quand on a l'intention de faire attention à son corps, c'est forcément de faire attention à ce qu'on mange, donc à son alimentation. Le concept est de travailler sur l'interprétation que nous avons de la couleur rouge de manière inconsciente. Donc le rouge, bien souvent, on l'identifie à du danger, du risque, de la peur, de la crainte, de l'interdit. Exemple, quand vous allez à la plage, vous regardez le drapeau, vous allez vous baigner. S'il est rouge, vous n'y allez pas, c'est interdit. Quand vous roulez en voiture, vous avez des feux rouges, puisqu'on appelle le feu rouge, on n'appelle pas le feu vert. Vous avez des feux rouges, donc vous devez vous arrêter, vous devez faire attention, c'est un interdit de passer. Les panneaux de signalisation, vous avez le stop qui est un beau rouge. Vous avez les interdits qui sont sens interdits, sens unique, c'est un beau rouge aussi. Le rouge est aussi utilisé notamment dans la nature. Quand vous voyez quelque chose de rouge, notamment un champignon rouge, je vous évite d'aller le prendre, hein, inconsciemment, ça va vous rebuter. Et aussi notamment quand vous êtes, on était à l'école, on était souvent sanctionné avec un stylo rouge, de couleur rouge, pour les fautes que nous commettons, ou les erreurs, ou le beau zéro qu'on avait. Donc des choses de ce style-là, c'est ça que notre inconscient est sensible au rouge. Le concept de l'assiette rouge, ils se sont rendus compte qu'en utilisant de la vaisselle de couleur rouge, ça avait un effet sur notre inconscient où le corps se mettait en mode protection de la santé. C'est-à-dire qu'il y a un événement ou un phénomène qui fait que le corps doit être sensibilisé à ce qu'il est en train de faire, il y a un risque. Donc, comment est-ce ils ont fait ça? Ils ont pris une assiette rouge, ils ont mis des chips, des cacahuètes et différents éléments de la mauvaise alimentation. Et ils se sont rendus compte que les gens mangeaient, mais de moins en moins. Donc ils mangeaient moins de chips ou de cacahuètes quand ils étaient dans un conditionnement rouge, surtout dans une assiette rouge, que dans une assiette jaune, bleue ou blanche. Vous faites beaucoup plus attention à ce que vous mangez et votre corps est en alerte pour se dire stop, 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 il y a un risque, il y a un danger pour la santé, tu en mangeras moins. Et vous êtes beaucoup plus conscientisé à ça. Le second concept que j'ai retenu pour le printemps, c'est le concept de l'image de soi. C'est tout simple, c'est de se faire prendre conscience que dans les actes que nous posons, surtout des actes liés à l'alimentation, il faut respecter une image de soi que nous nous sommes définis. Exemple, moi, vous savez que j'ai pris comme objectif, comme défi, d'être en bonne santé jusqu'à 90 ans. Donc je ne vais pas attendre mes 90 ans pour le jour de 90 ans, être ce jour-là en bonne santé. Donc je vais mettre des actions en place pour atteindre cet objectif-là. Bon, j'espère bien l'avoir atteint nettement avant, mais soit. Donc ça, c'est le lifting de l'image de soi. Ça veut dire que chaque fois que je pose un acte, j'ai cet objectif-là en tête. Alors, ça vient d'où? Ça vient de l'Italie. Ça vient d'une école de psychologie napolitaine qui se sont rendus compte que les Italiens, à cette époque-là, mangeaient très peu de légumes. Alors ils se sont interrogés pourquoi est-ce que les Italiens mangent moins de légumes et pourquoi est-ce qu'il y avait une disparité entre l'Italie du Sud et l'Italie du Nord. Leurs assiettes étaient essentiellement composées de plats typiques italiens, de la tradition pâte et aussi ils mangeaient beaucoup de glace. Donc ils se sont interrogés et ils se sont rendus compte qu'en utilisant des marqueurs psychologiques beaucoup plus forts, ils se sont rendus compte que ce que nous mangeons le plus est ce que nous considérons comme aliment fait pour nous et qui est en phase avec nos goûts, notre culture et notre identité. Donc les Italiens mangent beaucoup de pâtes parce que c'est en phase avec leur culture et leur identité, manger des plats traditionnels italiens. Alors pour leur faire intégrer plus de légumes dans leurs assiettes, ils ont travaillé sur cette notion, cette image qu'ils avaient, les Italiens, de la tradition. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont inculqué aux Italiens que le fait de manger tradition,
c'était très très bien, mais qu'il fallait aussi penser à son corps, à respecter aussi son hygiène alimentaire, son hygiène de vie pour, in fine, avoir un corps en meilleure forme, en meilleure santé. Et comment est-ce qu'on faisait ça? En intégrant des légumes dans l'assiette. Et ça ne voulait pas dire qu'en intégrant des légumes dans l'assiette, ils étaient infidèles à leur tradition, à leur culture. Que du contraire, c'était très très bien d'avoir leur tradition, leur culture dans l'assiette, mais il fallait aussi que dans l'assiette, cette assiette-là reflète l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes, pas uniquement le côté traditionnel. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi en faisant le lifting de soi, en faisant le lifting de l'image de soi, qu'ils ont projeté au travers de l'assiette, que les Italiens ont intégré de plus en plus de légumes dans leur alimentation. Maintenant, le chapitre au niveau de l'esprit en pleine forme. J'en ai essentiellement retenu 3 pour moi, que je me permets de vous le délivrer. Il y en a 2 qui ne sont peut-être pas des choses très nouvelles pour vous, mais il y en a une qui, pour moi, était nouvelle, et je voulais intégrer les 2 autres pour faire quelque chose de cohérent. Je vais d'abord commencer par celle qui n'est pas courante. En fait, au printemps, c'est l'occasion c'est l'occasion de se remettre dans une bonne nostalgie. Il y a 2 nostalgies. Il y a la nostalgie du passé et il y a aussi la nostalgie du futur. Celle-là, moi, personnellement, je n'y avais jamais pris attention. Mais c'est vrai qu'après avoir lu le livre, j'ai pris conscience que ça pouvait être néfaste comme nostalgie. Et forcément, c'est celle qui est la plus néfaste des deux, entre la nostalgie du futur et la nostalgie du passé. C'est celle du futur, c'est assez contradictoire, qui est la plus néfaste. Moi, j'imaginais que nostalgie du futur, c'était pas néfaste, que du contraire. C'était, bien souvent, quand on est dans le développement personnel, on nous projette, on nous dit, projetez-vous, faites une vision du futur, faites une vision de vos objectifs. Et comme ça, vous allez inconsciemment vous diriger vers ça. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a aussi un effet pervers dû au temps. Alors, si on est focalisé uniquement sur le futur, donc c'est ce qu'on appelle la nostalgie du futur, on oublie le moment présent. Et dans le fait d'oublier le moment présent, on le vit très mal, ce présent. Puisqu'on est toujours en train de se projeter, ouais mais moi je veux être comme ça, je veux être comme ça. Et le moment que vous vivez actuellement aujourd'hui, vous ne savez pas l'apprécier à son juste niveau, à sa juste valeur, parce que vous ne le vivez pas. Et c'est très très important, ça je vous le dirai pour les 2 autres, c'est pour ça que j'ai voulu prendre 2 autres éléments qui étaient discutés dans le livre, parce que je pense qu'elle venait bien compléter cette fameuse nostalgie du futur. Donc nostalgie du futur, c'est néfaste, c'est toxique pour l'esprit, parce qu'elle vous empêche de vivre le présent. Par contre, à contrario, la nostalgie du passé, qui bien souvent, moi j'ai lu énormément de livres, j'ai lu beaucoup de bouquins, et la nostalgie du passé, bien souvent, est assimilée à quelque chose de négatif, ou qui ne nous permet pas d'avancer. Lui, il dit justement, c'est très très bien d'avoir la nostalgie du passé, parce que ça nous permet de nous reconnecter avec notre enfance, d'avoir aussi le parcours que nous avons parcouru et de se dire je suis quand même fier de ce que j'ai réalisé, je suis quand même fier de la personne que je suis devenue, même s'il y a des choses à travailler, mais ça c'est en cours. C'est le moment présent pour se projeter après dans le futur, mais le passé nous permet de connaître le parcours qu'on a parcouru, d'être là où on en est aujourd'hui, de nous faire un point et de rebondir pour aller vers un meilleur. Si vous avez la nostalgie du passé, pour autant que vous ne restiez pas dedans, c'est très très bien, c'est très très sain aussi pour votre épanouissement. Alors les 2 autres thématiques viennent maintenant compléter ce que je vous disais. Comme je vous le disais, comme la nostalgie du futur vous empêche de vivre le moment présent, il y a 2 principes à appliquer pour que vous puissiez vous reconnecter au moment présent, car c'est ce moment-là qui vous permet d'être en pleine forme, de vivre pleinement et après de cultiver la bonne humeur. Il y a d'abord la méditation. Donc, Michel Lejoyeux, lui, nous conseille pour la méditation de la faire dans le courant de l'après-midi. Moi, je préférerais faire ça soit le matin, soit le soir. Je n'en ai pas encore fait personnellement. Je vais l'intégrer parce qu'on ne sait pas tout intégrer en une fois et c'est pas conseillé non plus de faire trop de choses en une fois, trop de changements en une fois. Sinon, on ne les intègre pas. Donc, moi, j'ai commencé par d'autres rituels matinaux. Mais celui-ci, je vais l'intégrer, bien sûr. Et pour nous permettre de faire la méditation, il nous donne 2 conseils. Soit vous répétez une phrase, vous répétez cette phrase-là en boucle, et ça va vous permettre à un moment donné d'avoir un effet métronome au niveau du cerveau et de vous connecter avec vous-même. Et vous allez avoir un apaisement, vous allez commencer à écouter votre voix intérieure, à ressentir votre corps, et là vous allez vraiment être en méditation. Ou sinon, c'est de vous répéter 5 syllabes
qui sonne bien à votre oreille. Ça fait exactement la même chose et vous vous le répétez, puis à un moment donné, vous allez avoir l'effet métronome. Ça, c'est pour vous mettre en condition de méditation et vivre l'instant présent. Encore deuxième élément, il y a ce qu'on appelle le carnet du bonheur. J'ai d'autres lectures où on appelle ça le carnet de la gratitude. Aussi le carnet des kiffs, ça c'est... je vous en parlais d'ailleurs ça. Et moi ça j'ai intégré le carnet du bonheur, le carnet de gratitude ou le cahier, c'est comme vous voulez. Donc tous les soirs, j'ai écrit moi j'appelle ça des kiffs parce que j'ai vu une personne qui l'intitulait de la sorte, ça m'a bien plu. Donc j'ai écrit 3 kiffs que j'ai vécu sur ma journée et aussi un moment où ça m'a fait rire, sourire, où j'ai eu un moment intense de joie. Et le fait de faire ça juste avant d'aller dormir, juste la dernière chose que vous devez faire avant de vous coucher, ça va vous apaiser l'esprit et ça va vous permettre de vous dire finalement j'ai passé quand même une bonne journée. Regarde, j'ai déjà 3 éléments, plus un moment où j'étais vraiment content, ça m'a fait rire, sourire. Et ces moments-là, vous apaisez et vont vous faire passer un bon sommeil. Vous allez vous rendre compte après ça que vous allez être de plus en plus attentif aux petites choses qui vous arrivent de bien dans votre vie. Et même, vous allez vous rendre compte que vous allez vivre de plus en plus le moment présent. Et c'est ça qui est très important. C'est de vivre dans son temps, dans son moment. Alors, je voulais aussi profiter de l'occasion. Donc, nous sommes au printemps, nous sommes au mois de mars. Malheureusement, tout le monde ne vit pas des moments heureux. Dans notre vie, nous avons des hauts et des bas. Et je voulais rendre un petit hommage ici, nous sommes le 22 mars, aux personnes qui ont été victimes des attentats de Malbec et de Zaventem. Je vais mettre un petit passage d'une personne, d'une maman qui a perdu sa fille et qui explique un petit peu ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti. C'est très touchant. Je me permets de mettre quelques extraits en mémoire de cette personne. On ne trouve plus Lubna. Elle a déposé les enfants et elle n'est pas arrivée à son lieu de travail. Et il y a eu l'explosion à Malbec. Et là, c'était une journée catastrophique. J'ai eu une sensation terrible. Là, je me suis dit, je ne pense pas que je vais la revoir. Quelque chose qui me disait que c'est fini. J'ai jamais su qu'un jour ça va arriver chez moi. Ni dans le voisinage, ni... on dit ça arrive dans des pays qui sont en guerre. On n'est pas en guerre ici. Ce djihad-là, c'est pas celui qu'on nous a enseigné, qu'on nous a appris quand on était. Je suis de cette religion. C'est pas ça. Quand j'ai vu ma rue a été allumée de bougies pendant presque un mois, j'ai jamais vu ça quelque part. C'est pas moi, c'est les voisins. Qu'est-ce qui vous fait tenir alors aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tous les jours vous vous levez le matin, vous fonctionnez? Bon, il y a le reste, bien sûr, de la famille. Il y a ces petits-enfants qui sont encore là. Et il y a la croyance aussi. Heureusement, je suis croyante. Quelqu'un d'autre aurait couru à des trucs... parce que c'est pas le premier malheur que j'ai eu. Bon, c'est pas la première personne que je perds. Mais dans des circonstances comme ça, c'est horrible. Il faut parler parce que on voit que ça arrive de temps en temps. Ça arrive. C'est vrai qu'on ne peut pas oublier ces gens-là qui sont partis comme ça et qui n'ont pas demandé à être partis comme ça. Tu sors de chez toi, tu vas travailler ou tu vas, je ne sais pas moi, emmener tes enfants, quelque chose comme ça, et tu te trouves dans un piège, Donc voilà, c'est vrai que ce qui est passé quand même, c'était terrible. Et je pense pas que ça va être oublié. Personne n'oubliera. Voilà les amis, après ce témoignage poignant, cet hommage que je voulais rendre aux victimes de ce jour et aux victimes du monde entier, parce que ça ne s'arrête pas qu'à notre pays. Je voulais surtout vous conscientiser à prendre bien soin de vous et bien soin de vos proches. Et je vous souhaite que le meilleur et surtout ayez un printemps de fou.